Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce premier atelier. Là, on sait que vous écoutez des diffusions depuis 8h30 ce matin. On est vraiment contente d'être avec vous. Alors aujourd'hui, 5 conseils pour co-construire un code d'éthique. Il manque un petit bout là, avec vos élèves, mais vous allez tout comprendre ça pendant la formation. Alors, on ne se présentera pas tout de suite, on va commencer direct. Ceci n'est pas une erreur. Attendez encore quelques secondes pour les présentations. Juste le temps qu'on vous mette en bouche un peu, qu'on vous parle du contexte dans lequel cette formation qu'on vous offre aujourd'hui a été créée, a été réfléchie. Vous voyez à l'écran, ça peut changer le visuel, Annie. Vous voyez que depuis le contexte de pandémie, depuis qu'on a vécu le mois de mars tout le monde ensemble, puis à ce moment-là, il a fallu s'adapter beaucoup. On a vécu des changements dans le contexte dans lequel on va venir enseigner à nos élèves. Et puis, on a réalisé comme conseillère pédagogique, puis vous aussi, vous en avez entendu autour de vous également, que la gestion des comportements, la façon dont on va interagir avec nos élèves, bien, parfois, ça laisse place à des situations nouvelles, des situations parfois graves, parfois moins graves. Puis nous, ben, on a fait l'exercice à un certain moment de recueillir puis de tenter le pouls. Premièrement, pour donner une possibilité aux enseignants d'évacuer puis de ventiler un petit peu. Puis dans un deuxième temps, ben, nous, ça nous permettait de jeter un regard un peu global, un regard disons, étayé, bien que ce ne soit pas une méthodologie qui est très officielle, mais ça nous a permis finalement de recueillir différents types de situations qui se sont passées dans les milieux, que ce soit des situations d'ordre plutôt inappropriées, des comportements d'ordre sexuel ou pas, d'autres choses qui sont parfois un peu plus drôles, un peu plus anodines. Donc ça nous a servi finalement, ça a mis la table pour réfléchir à des ressources puis à des moyens pour venir aider le milieu. Puis c'est ce qu'on a à vous présenter aujourd'hui. On aurait aimé ça vous poser la question là, pour pouvoir abreuver encore ce mur-là de toutes vos vertes puis vos pas mûres. Mais ben c'est ça, là, dans le contexte, on va passer. Mais si jamais vous voulez regarder l'ensemble des commentaires, puis vous dire Ah ouais, moi aussi c'est arrivé ou pas moi, ben le lien, on pourra vous le partager. Là, il sera cliquable dans la présentation. Alors voilà. Donc, tout ça, finalement, ça a créé un besoin. Hein. Le besoin, il a émergé de ces situations qui se sont passées et qui se passent encore, hein, on s'entend. Peut-être que hier, vous auriez une anecdote croustillante à nous partager sur votre enseignement à distance. Euh, donc, c'est ça, ça a comme émergé dans le réseau et ça a créé des grands besoins là, au niveau de la gestion des règles, etc. Alors, on s'est dit comment on pouvait contribuer. Puis, ça a donné lieu, ça a donné naissance finalement au mois de juin à cet article qui s'appelle 5 conseils pour co-élaborer un code d'éthique. Si vous voulez le lire, l'adresse raccourcie, elle est là. Donc, sitenum.ca// 5 conseils. Fait que si ça vous tente de consulter l'article pour une modalité écrite, c'est disponible. Puis aujourd'hui, ben, la formation qu'on vous donne accompagne finalement ce contenu-là. Puis, Annie, je prends juste 2 secondes aussi pour faire le lien avec des commentaires que je vois déjà émerger, des questions que je vois émerger dans l'outil là, par lequel on peut ne pas interagir ensemble, mais quand même, je vois vos commentaires et vos questions. Il y a déjà plusieurs personnes qui demandent l'accès à ces liens-là, à ces ressources-là. Donc, vous ne serez pas en reste à la fin de la présentation. On va vous offrir comme c'est un lien, c'est une adresse qui rassemble toutes les ressources, qui rassemble tous les liens qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, tout ce dont on parle sera disponible également. Donc, à la fin de la rencontre, là, dans à peu près 60 minutes, vous aurez finalement ce lien-là, cet outil autoportant, si je peux dire, qui contient tout ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Yes. Donc, voilà. Alors, ben moi, je m'appelle Annie Turbide. Je suis conseillère pédagogique au Service national du récit. Donc, tantôt, Stéphanie vous a présenté un peu l'organisation. Nous, on est au Service national, donc on a un mandat qui est disciplinaire, qui est l'éthique et culture religieuse. Et on a aussi un mandat qui est comme central là, au niveau de la compétence numérique, c'est-à-dire citoyenneté à l'ère du numérique, donc agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. On a ce mandat finalement d'accompagner le réseau dans le développement d'outils et d'approches pour développer cette citoyenneté, hein, parce que c'est un concept qui est très large, agir en citoyen éthique. Mais bien concrètement, comment ça peut se faire? Et ça fait partie de notre mandat. Je suis enseignante de formation depuis 2003 dans la région de Québec.
au CSS de la capitale plus précisément. Et puis voilà. Alors, je suis accompagnée de ma collègue Marjorie Paradis que je laisse se présenter. Oui, alors Marjorie Paradis, également conseillère pédagogique au sein de cette même belle équipe du récit dans le domaine du développement de la personne. J'ai été aussi enseignante pendant une dizaine d'années dans la région de Québec, donc c'est ici que je suis physiquement au centre de services scolaires, autrefois commission scolaire des découvreurs, donc en éthique et culture religieuse, puis en univers social également. Puis c'est la 3e année maintenant là, que j'œuvre au sein de cette belle équipe que vous voyez, vous avez sous les yeux. Il y a notre collègue Alexandre Chenette aussi là, qui nous aide, qui est dans le soutien en passant aujourd'hui avec nous. Puis tout le reste de cette belle brochette finalement de conseillères pédagogiques. Juste le temps de vous dire qu'on partage beaucoup de mandats, beaucoup de chapeaux. On a un mandat aussi relatif notamment à l'éducation, à la sexualité, aux gestionnaires scolaires, à la formation à distance. C'est toutes des choses qui peuvent avoir l'air un peu indépendantes en termes de mandat, mais finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ficelles puis beaucoup de ponts entre les travaux qu'on mène, puis on se rend compte depuis 3 ans que tout est dans tout. C'est quelque chose qu'on utilise souvent comme phrase pour dire que finalement, tous ces mandats-là se parlent, puis qu'il y a une cohérence là, finalement dans les ressources qu'on développe et dans les approches qu'on développe aussi. Puis ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'en est une petite partie de ça. Donc, c'est ça, dans le fond, on dit le mot mandat depuis tantôt, mais grosso modo, le mandat, finalement, c'est de travailler au niveau pédago-numérique, donc introduction du numérique à travers la pédagogie, finalement, une approche pédagogique. Alors, voilà. N'hésitez pas hein, à nous envoyer vos commentaires. Donc, on a des gens qui nous disent bonjour, des gens qui nous donnent des questions. On voit tout ça en temps réel, fait que ça nous fait super plaisir d'interagir de cette façon-là avec vous. Alors, n'hésitez pas. Que ce soit questions ou commentaires, ça nous fait très plaisir. Alors, si vous êtes prêts, on se lance. Des règles. Des fois, on se dit, ah, il y a tellement de règles, on peut en rajouter encore, etc. Mais si vous vous êtes déjà attardé finalement devant un parc ou devant des enfants qui jouent ensemble, vous avez peut-être remarqué que la règle est partie prenante de l'existence même du jeu finalement. Donc là, on vous a mis quelques exemples, mais bref, quand on s'assoit sur un banc de parc et qu'on regarde les enfants, on entend, ça serait le fun de recenser ça la prochaine fois, vous le ferez, combien de règles on entend par minute presque. OK, là, on fait ça, là, t'as pas le droit de faire ça, puis là. Fait on entend plein de règles, puis on entend en plus la régulation. Mais là, si tu ne vas pas toucher à un, il va y arriver telle affaire, ou etc. Donc, les enfants, naturellement, se donnent des balises, se donnent des règles, sans nécessairement qu'il y ait l'interaction d'un adulte, et ils vont même s'assurer de sa régulation. C'est intéressant, dans le fond, parce que ça met en scène le fait que la règle et ce besoin, finalement, de contexte, de balise, de carré de sable, puis là, ça n'a pas de lien avec le parc, c'est comme un besoin qu'on a, hein, et que si elle n'existe pas, bien, on la crée naturellement. Donc, petite mise en contexte. Et à quoi ça sert, ces règles-là? Bien, d'une part, ça sert à réguler ce qui se passe, donc à savoir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Puis là, on est, mettons, resté encore dans le contexte du jeu, là. Donc, comment on joue? C'est quoi mon objectif? Comment je fais pour arriver au bout du jeu ou remplir mon objectif? Si on se transpose maintenant plus au niveau social, donc groupe organisé de personnes ensemble, que ce soit une classe, que ce soit une équipe de hockey, que ce soit, etc., bien, ça sert à 2 choses principalement. Faire en sorte que le climat soit favorable à ce qui va se passer et que les interactions fonctionnent. Quand chacun sait ce qu'il doit faire et ne pas faire, bien, c'est plus facile au niveau des interactions. Puis là, bien, dans le contexte pédagogique proprement dit, très spécifiquement, ce contexte-là, ces règles-là ont 2 rôles, c'est-à-dire servir à l'apprentissage et au bien-être des élèves, des enfants, des jeunes qui sont là pour apprendre finalement. Donc, puis est-ce qu'un est relatif à l'autre? Bien, probablement que quand puis là je dis probablement, mais quand on se sent bien dans un endroit, on est plus disposé aux apprentissages. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Marjo? Non.
Ça fait le tour. Puis pour faire le lien avec ce que tu dis, donc quand on vient jauger l'importance de ce dont tu viens de parler, Annie, ça met en lumière finalement l'importance de la gestion de classe, l'importance d'établir des règles. Et puis c'est démontré qu'enseigner de façon explicite le comportement attendu chez nos élèves, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui marche. C'est démontré également. À ce titre-là, on a travaillé, en fait, on a reçu en causerie au printemps dernier quelqu'un qui s'appelle Steve Bissonnette, peut-être le connaissez-vous, là, qui parle de gestion des comportements et qui met en lumière l'importance d'enseigner de façon explicite les comportements attendus aux élèves. Justement, vous aurez accès à ce lien-là d'ailleurs, si vous voulez le retrouver puis revisionner cette causerie qu'il a accordée à notre collègue Benoît Petit au printemps dernier. Bref, tout ça pour dire qu'enseigner le comportement qu'on attend des élèves, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, un constat qu'on peut faire, ou plutôt une question qu'on peut soulever, c'est la suivante. Est-ce que le fait d'énoncer des règles ou le fait d'énoncer un comportement attendu chez nos élèves va entraîner nécessairement leur application, puis l'adhésion des élèves et de notre groupe au complet par rapport à ces comportements-là ou par rapport à ces règles-là? Ben, en fait, la réponse, c'est pas nécessairement. Ça garantit en rien leur application puis leur engagement par rapport à ces balises qu'on va venir établir dans notre classe ou dans notre classe physique ou dans notre classe virtuelle. Alors, la question qui se pose naturellement par rapport à ce constat-là, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on peut maximiser ou comment est-ce qu'on peut s'assurer finalement d'une adhésion optimale et du plus grand engagement possible finalement de nos élèves par rapport à ces balises pour s'assurer qu'elles soient intégrées puis qu'on puisse en bénéficier comme groupe finalement dans notre gestion de classe et pour l'apprentissage des élèves, pour le bon climat comme tu viens de le mentionner, Annie. Alors, c'est un peu sur la base de ce constat et de cette question-là, finalement, qu'on vous propose là, les recommandations qui vont suivre. Oui, puis comme on l'a dit d'entrée de jeu, dans le fond, l'engagement, quand les élèves sont au parc, il est maximisé par rapport aux règles qu'ils se donnent. C'est-à-dire qu'ils vont soit les appliquer, soit y contrevenir, puis ils vont se réguler entre eux, mais ça va être très présent et central finalement. Donc, c'est pas si difficile d'aller chercher leur engagement, mais notre pari finalement, c'est que quand on le fait en position d'autorité, eh bien, de les mettre dans le coup, finalement, à travers la construction de ce code, de ces règles, de ces balises, ça nous permet plus facilement de passer d'une autorité autoritaire, là, je sais que c'est bon, hein, d'une fonction autoritaire du rôle d'enseignant à une fonction d'autorité, une figure de bienveillance, de sagesse, hein, où on est contributeur et non pas dictateur, finalement, de ces règles-là. Et on ne devient pas le seul responsable de leur application unilatérale. Alors, voilà notre pari. Donc, passer d'un rôle autoritaire à un rôle d'autorité, finalement. Ça, c'est intéressant quand tu le dis, Annie, puis les mots que tu projetais juste avant, donc une figure de sagesse, de leadership, une genre d'autorité naturelle, tu sais, ce sont des beaux mots, mais en même temps, la question qui tient là-dedans, c'est comment est-ce qu'on peut opérer finalement ce changement ou cette migration de type d'autorité-là. Puis c'est pas la réponse à cette question-là n'est pas nécessairement facile. C'est pas magique non plus. Il y a certains jalons qu'on doit poser pour venir favoriser finalement l'émergence de ce rôle d'autorité naturelle-là dont tu nous parlais, Annie. Puis, en fait, pour répondre, ou comme ce sont des tentatives de réponse hein, à cette question-là, c'est ce qu'on a envie de vous proposer. Puis, notre proposition, finalement, aujourd'hui, va tenir en 5 recommandations. Ce sont 5 conseils, si on veut, qui vont nous aider comme pédagogues à venir co-construire un code d'éthique avec nos élèves. Et puis, attention, là, on pourra venir faire des petites bouchées avec les mots, là, notamment le concept de co-construction. Mais avant de faire ça, quand même, on pense que c'est important d'amener une nuance importante puis, ou d'amener une petite précision par rapport au mot qu'on a choisi, code d'éthique. C'est pas pour rien hein, qu'on a choisi de l'intégrer dans le titre. Premièrement, c'était un peu marketing parce qu'on sait que
ce que les gens veulent, ce que les milieux veulent actuellement, puis on le sait parce que ce sont des demandes qu'on reçoit des milieux, des centres de services scolaires. On veut avoir un code d'éthique tout fait. On veut pouvoir mettre la main sur une charte de bon comportement. On veut avoir accès à une étiquette qui viendrait circonscrire les bons comportements lors de rencontres virtuelles. Donc, c'est certain que de proposer le mot code d'éthique, ça parle. Hein? On sait que ça parle au milieu, puis on sait que c'est quelque chose qui est voulu. Par contre, sachez-le, la démarche qu'on propose aujourd'hui, c'est pas, on vous donnera pas un code tout cuit, finalement, tout fait, préformaté, parce qu'au contraire, ce qu'on pense et le pari qu'on fait, c'est que si on amène nos élèves à être capables de collaborer, de s'impliquer et de réfléchir. Surtout, hein, le mot éthique, là, pour nous, il fait vraiment référence à la capacité de se questionner, à la capacité de réfléchir et de trouver le sens, surtout, des règles qui vont être émises. Donc, attention, ce qu'on propose, c'est pas une absence de règles, c'est pas un flou normatif non plus. C'est vraiment pas ça, la proposition. La proposition, c'est d'amener les élèves à être impliqués intellectuellement, finalement, par rapport à ce code qui seront le leur et qui seront le vôtre comme pédagogue par corollaire. Donc, c'est la petite nuance qu'on voulait apporter. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Annie. Non, c'était parfait et complet. Effectivement, c'est cette réflexion sur qui, à notre avis, va contribuer le plus à l'engagement, finalement, des élèves. Donc, en 5 conseils, parce que j'ai envie de dire plein d'affaires, mais je me dis, ah non, ça, c'est le conseil, ça en est un autre. Fait qu'on va y aller. On va essayer d'y aller de façon structurée, en fait. Alors, conseil numéro 1 ou recommandation numéro 1, c'est de mettre les élèves dans le coup dès le début de l'année. Donc, on vous l'a dit, on va faire des petites bouchées avec le titre. D'abord, la bouchée co-construire. Co-construction, ça fait référence à quoi? En gros, ça fait référence à notre capacité d'intégrer ou d'impliquer les élèves dans ce processus ou cette démarche d'élaboration des normes ou du code qui sera le vôtre dans votre classe pour votre groupe. Parce qu'on pense que le fait de les impliquer puis de les mettre à partie, finalement, dans cet exercice-là, ça va leur permettre de passer d'une posture d'obéissance à des règles, donc de passer de cette posture-là à une posture qui ferait davantage appel à leur sens des responsabilités par rapport à une règle qu'ils auraient contribué à élaborer. Ben nous, on fait le pari que leur engagement puis leur sens de l'appropriation de leur responsabilité par rapport à cette règle-là va être accru, va être augmenté s'ils sont impliqués dans la démarche qui a fait finalement qu'on a pu la formuler. Alors, d'une part. D'autre part, vous voyez dans le titre de cette recommandation-là qu'on propose de le faire dès le début de l'année. En fait, peut-être que ce serait le moment de changer nos diapositives un petit peu puis de changer le mot dès le début de l'année parce que c'est certain que si on fait ça, cet exercice-là, dès le mois d'août, dès le mois de septembre avec notre gang, c'est certain que c'est gagnant, c'est certain que ça nous permet de poser des jalons importants finalement pour la suite des choses. Par contre, c'est pas cané, c'est pas coulé dans le béton non plus, puis on ne dit pas qu'un code d'éthique ne peut pas être flexible. On le verra d'ailleurs tout à l'heure, Annie nous en parlera. Mais ce qu'on propose, peut-être qu'on pourrait, la suggestion que j'ai apportée, là, on pourrait changer ce libellé-là par en amont. Alors, mettre les élèves dans le coup et faire cette démarche-là en amont. Donc, avant, de façon, finalement, vous comprenez, je vais arrêter de dire des synonymes, mais finalement, de mettre la table avec nos élèves grâce à la co-élaboration d'un code d'éthique. Oui, puis c'est intéressant de réfléchir au fait que, dans le fond, ce code-là, là, oui, on va y revenir tout à l'heure, mais est-ce que c'est un code qui s'adresse à la vie en classe ou à la vie à distance, dans un contexte de bascule ou dans un contexte hybride, ou etc.? Bien, normalement, ça devrait tenir la route un peu tout le temps. Et c'est pour ça que quand on le fait en amont, bien, quand il se passe des changements, on a une base sur laquelle repartir. Alors, ça fait un peu partie du libellé, là. Si on continue, deuxième conseil, réfléchir sur le sens des règles avec les élèves. Puis ça, là, c'est vraiment important. Dans le fond, les règles, elles existent
dans notre société, on a des lois, on a etc. Et ça permet d'assurer notre sécurité, comme par exemple le code de la route. Ça permet d'assurer une cohésion ou l'accomplissement d'une tâche. Hein, si on pense à des règles, mettons, en restauration, en cuisine, pour faire en sorte de ne pas contaminer les instruments, ou etc. Fait que les élèves, ils ont des contextes qui comprennent le sens des règles. Ben pourquoi pas appliquer cette démarche-là à la classe finalement et aux règles qu'on met en classe. Parce que plus elles vont avoir de signifiance pour eux, plus il y a de chances qu'ils s'engagent. Puis, je veux dire, on est tous comme ça. Quand on sait pourquoi on fait les choses, ben, ça donne plus de sens à nos actions, puis ça nous engage davantage dans ce qu'on fait. Alors, prendre le temps avec les élèves de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les règles qu'on veut mettre en place. Pourquoi on la mettrait en place, cette règle-là? Quelle valeur, là, comme vous entendez peut-être le prof d'éthique, mais qu'est-ce qui transparaît derrière ça? Est-ce que c'est le besoin qu'on se respecte entre nous? Est-ce que c'est le besoin qu'on s'apporte de la collaboration? Donc, ça vient leur expliquer qu'une règle, ça vient répondre à un besoin qui va nous aider vers notre objectif. C'est ça la signifiance. Donc, accorder un espace à cette signifiance dans la co-construction peut s'avérer gagnant finalement, selon nous. Ensuite, Oui, mon micro était. J'avais désactivé mon micro. Ben, en fait, ensuite, là, la quatrième des recommandations, c'est de réfléchir aux modalités d'application d'une règle. Parce qu'il y a la règle et il y a comment elle vivra finalement et puis comment elle pourra être appliquée en classe dans un contexte concret. Donc, de venir clarifier finalement avec les élèves ou de venir la clarifier, l'expliciter aux élèves, ben ça aussi, c'est gagnant. Parce que d'abord, là, on peut peut-être mentionner aussi que lorsqu'on parle de conséquences, on ne parle pas nécessairement de punition. Hein. C'est un lien souvent naturel que les élèves vont faire. Donc, une conséquence, c'est nécessairement négatif. Bien, en fait, ce n'est pas un lien si naturel que ça. C'est plutôt, une conséquence va plutôt faire appel à l'impact d'un geste qui va être posé, à l'impact d'un comportement. Donc, ça peut être l'impact sur le groupe, l'impact sur son propre apprentissage ou l'impact sur l'aspect relationnel entre un élève et le pédagogue. C'est donc dire que penser aux conséquences, alors penser aux modalités d'application d'une règle, c'est un levier également éducatif. C'est une autre façon finalement de venir éduquer les élèves sur certains éléments, certains types de comportements. Donc, ceci dit, ça vient mettre en lumière l'importance de bien réfléchir à ces modalités-là et à faire en sorte qu'elles répondent à des critères de cohérence et de proportionnalité. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que la façon dont la règle va être appliquée et va être vécue en classe, finalement, a à gagner si elle est cohérente avec l'action posée et puis proportionnelle également. Dans différents groupes de travail, là, on accompagne des conseillers et conseillères pédagogiques à travers le Québec. Là, on vous l'a dit un peu d'entrée de jeu. Et puis, on est en train de développer également une échelle ou plutôt une façon de jauger ou de venir évaluer la gravité des comportements des élèves en rencontre virtuelle. Parfois, en plus, on est un peu vulnérable, on se sent un peu anxieux, on est parfois on sent qu'on n'est pas en possession de tous nos moyens technologiques finalement. Donc, la façon dont on va réagir comme pédagogue à certaines actions, certains comportements des élèves pourrait parfois être disproportionné par rapport à la gravité réelle du comportement. C'est la raison pour laquelle on proposera, donc c'est des outils aussi là, qui vont être développés au cours des prochaines semaines. On propose de venir voir des comportements qui seraient d'ordre davantage inappropriés, inacceptables ou encore illégaux, parce que ça existe également. Puis ça, ben, ça va venir nous aider à cibler ou à choisir les meilleures interventions possibles et puis à choisir ou à cibler les meilleurs alliés possibles aussi pour nous aider dans ces interventions-là. Voilà. Puis, ben, finalement, ben, le fait de réfléchir aux modalités d'application d'une règle, ça revient surtout à éviter l'application que je dirais arbitraire ou qui dépend de notre émotivité, qui dépend de notre propre niveau finalement de tolérance. Donc, d'essayer finalement de revenir vraiment à l'essence même de la règle. Puis j'ai même envie de dire, je ne sais pas si tu es d'accord Annie, mais j'ai envie de dire que la qualité d'une règle et la qualité de ses modalités d'application
Donc, c'est la plus claire possible. Ça va venir finalement enlever les chances ou le risque de tomber dans une application arbitraire d'un règlement ou d'une Ben oui, d'une part, je suis vraiment d'accord. Puis d'autre part, ça va éviter aussi l'ouverture comme à un dialogue. Là, je veux dire, le dialogue, c'est bien, c'est bon. Mais je parle d'un dialogue d'ostinage. Oui, mais quand c'est pas clair, c'est pas clair. Quand c'est clair, c'est clair. C'est grande sagesse, hein, le matin. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'élève, s'il sait clairement ce qui va arriver, bien, en général, on peut même assister à un élève qui s'auto-régule. Jérémy, est-ce que tu avais ton téléphone dans tes mains? Ouais, madame, je m'excuse. Et Jérémy de se lever puis de venir le porter sur le bureau en avant parce qu'il sait, puis parce qu'il n'y a pas d'émotivité, puis parce qu'il n'y a pas de colère, puis etc. Fait que là, loin de nous, l'idée de comme nous déshumaniser, là, oui, on est. Ben, en tout cas, bravo si vous, le lundi matin puis le vendredi après-midi, vous êtes d'une constance linéaire, et etc. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans le fond, l'important, c'est de prendre une distance par rapport à ça. Puis des outils qu'on a pour le faire, ben, c'est des règles dont les modalités sont claires, qui peuvent être régulées même par les élèves. Donc, quand elles sont à ce point clair. Alors voilà. Donc, une autre question à se poser. Est-ce qu'on sait exactement ce qui va se passer? Puis les élèves, ils nous le disent, hein, des fois, OK, mais qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas? Là, des fois, on est comme, ben, quand c'est pré-réfléchi d'avance, on le sait, ça coule, c'est pas notre jugement ou notre vendredi après-midi qui parle, c'est ce qu'on a élaboré ensemble. Là, pour ceux qui suivent, on est passé de 2 à 4. Alors, je me permets de revenir à 3. Il me semblait aussi. Pour mêler ceux qui ne suivent pas. Oui, c'est ça. J'en ai manqué un bout, mais... C'est un mystère. Alors, viser l'élaboration de règles concrètes, ben, comme Marjorie disait, en fait, tantôt, je vais passer vite là, parce que Steve Bissonnette, qui est en fait professeur à la TELUC, nous parle de comportements attendus. En fait, si je le sais, exactement comme on dit au parc aussi tantôt, je sais exactement quoi faire, ben, pour moi, c'est simple et c'est clair. Tandis que si c'est se respecter, là, je suis loin de dire que le respect, ce n'est pas une bonne règle. Mais se respecter, dans ma définition à moi, ça peut être une chose, puis dans ta définition à toi, ça peut en être une autre. Et donc là, ça laisse la place entre des erreurs de définition, des erreurs d'application, un clash générationnel. Là, je vais loin, là, mais etc. Donc, moins il y a de place à l'interprétation, plus aussi je suis capable d'enseigner les comportements attendus. Puis ça, c'est une étape qu'on laisse souvent, là je dis on parce que je m'inclus là-dedans, mais qu'on laisse souvent, hein, on instaure les règles, on les présente, on les gère, mais est-ce qu'on les enseigne? Et c'est ce que M. Bissonnette nous apporte finalement comme éclairage là, par rapport à ça, c'est que le fait de modéliser puis d'enseigner ces comportements-là ont plus de chances de succès finalement, de bénéfices tangibles. Donc, 3, 4, 5. Gardez en tête que les règles sont flexibles. Ça, là, c'est vraiment génial comme posture, finalement, parce qu'on n'est pas obligé de penser à tous les scénarios d'avance. En fait, ce que la recherche nous démontre, c'est qu'un nombre de règles trop grand fait en sorte que, on s'y perd parce qu'on ne peut pas toutes les gérer. Hein, c'est la fameuse expression « choisir ses batailles ». Si on a 12 batailles, on mène 12 batailles de front, ben, il y en a qu'on va perdre, assurément. Mais que si on en choisit entre 4 et 6, il paraît que ce serait le nombre magique. Eh bien là, il y a plus de chances de s'assurer là, de cette cohérence au niveau de leur application. Donc, gardez en tête que leur nombre n'est pas garant de leur qualité. Donc, un nombre moins grand, mais de plus grande qualité, nous parle plus. Et prendre le temps de les réviser. Tantôt, Marjorie disait mettre les élèves dans le coup dès le début de l'année. Bien, présentement, on est le 13 novembre et puis on est en fin... en tout cas, il y a plusieurs centres de services qui ont des pédagogiques qui s'en viennent parce que c'était la rencontre de parents, c'était la fin d'étape. Donc, quelle belle transition finalement pour revenir avec nos élèves puis dire, bon, OK, bien voici nos règles qu'on s'était données au début de l'année ou que j'avais données au début de l'année. Maintenant, est-ce qu'elles sont encore tous
elles sont encore toutes, essentielles? Est-ce qu'il y a des choses qu'on avait besoin de réguler au début de l'année qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires? Je vous donne un exemple. Si on avait écrit lever la main ou pour attendre son droit de parole, bien, si notre groupe classe maîtrise cette règle puis que ça va bien au niveau des communications, mais pourquoi on réserverait un de ces 5 précieux espaces à cette règle-là? On n'en a plus besoin. Donc, on pourrait faire de l'espace pour soit en avoir moins ou en ajouter une autre sur laquelle on a plus de difficultés, puis que ça nous aiderait là, de nous réguler sur autre chose. Alors, prendre le temps de les réviser, ça leur donne vie, hein? Parce que des fois, on met le poster, l'affiche là, des règles en début d'année, puis finalement, il prend la poussière. Mais de leur donner vie, ben, ça invite un processus métacognitif aussi de dire attends un petit peu, on est-tu devenu bon là-dedans, nous autres? Puis là, les élèves, comme d'être contents ou de se dire non, c'est encore un défi pour nous. Fait qu'on va la maintenir. On pourrait peut-être changer les modalités d'application, changer les conséquences, en soit les rendant plus strictes parce que finalement, ça ne marche pas, on a encore de la misère, ou moins strictes. Bref, il y a vraiment place au changement. Et dans tout ça, il y a le contexte qui va faire en sorte qu'on change. Si, mettons, on se retrouve du jour au lendemain à distance, ben on pourrait, si les élèves sont habitués de jongler avec ça, et de là, l'avantage de le faire en début d'année puis de le faire souvent, on pourrait se dire, dès le départ, le lendemain de notre 24 heures de basculement, bon, tout le monde, on a nos 5 règles. Est-ce que vous pensez que, comme dans notre contexte, elles sont encore valides? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait garder? Il y en a-tu qui méritent une petite modification ou qui ont plus lieu d'être? On pourrait la remplacer pour notre 2 semaines, ou etc. Donc, flexible à ce point-là, c'est un outil qu'on a. Puis si on ne l'utilise pas puis il dort, ben, à ce moment-là, on en a comme moins besoin. Ça prouve qu'on n'en aurait pas besoin finalement. Voilà. J'espère que ça vous parle, tout ça. Puis, deuxième partie de cette présentation, il est 10h38, on va comme y aller. La période de questions est supposée être après, mais avant 11h. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure, poser vos questions. Si on peut y répondre, ça sera au bénéfice de tous. Ben c'est ça exactement, Annie, tu as raison. Puis d'ailleurs, on a comme, tu sais, nos yeux bougent un peu parce qu'on essaie de rester au courant de ce qui se passe aussi à travers les questions, les commentaires que vous faites. Puis il y en a plusieurs depuis le départ qui disent, OK, ben je paraphrase, vous écrivez pas ça comme ça, mais c'est bien beau, ces 5 recommandations-là, mais comment est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce que ça se vit? Puis quels outils, finalement, on peut utiliser pour le faire? Puis vous avez raison, hein, parce que ce sont des recommandations, je pense que personne n'est contre les vœux pieux, donc ce sont des recommandations intéressantes, mais la réelle question, c'est comment ça peut se vivre en classe. Et puis, on a à vous proposer finalement des stratégies numériques parce qu'on pense beaucoup au contexte virtuel également, surtout en fait. Donc, on se demande comment est-ce qu'on peut faire certaines parties de cette démarche-là ou comment est-ce qu'on peut mener cet exercice-là de façon collaborative avec nos élèves. Et c'est la raison pour laquelle on veut vous proposer à la fois, vous allez voir là, à chaque fois, chaque outil ou chaque stratégie va être de 2 ordres. Il va y avoir d'abord une série de questions préformulées que vous pourriez modifier évidemment si vous êtes au primaire ou au secondaire. Donc, des questions qui vous aideraient à animer la co-construction d'un code d'éthique avec vos élèves. Et d'autre part, des outils numériques préformatés. Là, c'est un peu des petits modèles qu'on a à vous proposer qui pourraient vous donner des idées pour pouvoir le faire avec vos élèves. Donc, il y en a 5. On part. La première des stratégies qu'on a à vous proposer, c'est la suivante. C'est définir la situation qui fait l'objet d'une règle. Puis ça, je suis contente qu'on l'ait placé en premier parce que ça fait tellement le lien avec Annie, ce dont tu viens de parler. Tu disais, hein, les règles doivent être flexibles. On peut les réévaluer ou les revalider, les bonifier au gré d'une nouvelle situation. On le sait actuellement, on n'est pas tellement juste à distance ou juste en présence. Des fois, c'est un petit peu, c'est malléable. Ça a tendance à changer aussi quand même assez rapidement. Donc, ça demande de notre part une grande flexibilité et c'est la raison pour laquelle définir nos règles ou établir des règles en fonction d'un contexte
bien, ça va être gagnant. Mais d'abord, faut-il quand même avoir défini et puis cerner ce qu'est ce contexte-là. Donc, vous avez vous avez des exemples ici. Alors, quel est le contexte dont on parle? Est-ce qu'on parle ici d'un contexte à distance ou un contexte un peu plus hybride? Qu'est-ce qu'on fait lors de nos rencontres virtuelles? Est-ce que c'est des cours magistraux ou c'est davantage de l'accompagnement? Quelle est l'intention? C'est quoi le but de se rencontrer en rencontre virtuelle? Et puis, j'attire aussi votre regard, le follow spot, à la dernière question de la liste. Est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent déjà? Parce que parfois, c'est pas nécessaire de repartir à zéro. On peut partir de règles qui existaient déjà en classe physique puis qui demanderaient juste une petite modification. Mais parfois, on doit aussi tenir compte des règles qui existent à l'échelle de l'école. Je voyais c'est pas dans certains de vos commentaires, finalement, vous mentionnez l'utilité ou la pertinence, vous allez vous reconnaître, là, ceux qui ont fait ces commentaires-là, mais la pertinence de se référer à un code plus général ou plus global de l'école. Puis ça, ben effectivement, on ne peut pas en faire fi comme enseignant. Il y a certaines règles qui existent déjà puis auxquelles on se doit de référer. Donc, venir faire la nomenclature avec nos élèves de ces règles-là qui existent déjà et puis de venir peut-être y apporter des modifications quand ça s'applique, ben ça peut être gagnant de dresser un portrait, de faire un portrait global d'une situation qui nous concerne. Pour faire ça, il y a différents outils numériques qui existent. On en a deux à vous proposer. Un premier, c'est une carte mentale. Vous savez, dans une carte mentale, on vient organiser de l'information autour d'une question. Alors, votre question pourrait être la suivante. Quel est notre contexte? Quelle est notre situation? Puis, ben là, on vient organiser différents types d'éléments, comme par exemple, qui est-ce qui est concerné par cette situation-là? Quelles règles s'appliquent déjà, comme je vous l'ai dit. Donc, on vient organiser l'info. Et puis, ben, un deuxième outil qui permet d'organiser l'information de façon efficace, ben, ce sont tout simplement les documents collaboratifs. Alors, on s'assure que les paramètres de partage sont bien activés, puis à ce moment-là, ben, on peut venir construire ensemble une compréhension globale d'une situation qui nous concerne. En passant, lorsque vous aurez accès à cette présentation-là, tout est cliquable à l'intérieur. Donc, vous pourrez aller voir nos modèles si ça peut vous inspirer. Puis vous créez des copies, puis les garder, puis les partager. Tout est libre, tout est disponible. Voilà. Oui, vraiment intéressant. Donc, cerner la situation. Deuxième stratégie de comment on fait ça. Puis, merci pour vos commentaires. Hein. J'ai comme envie de vous parler tous, un chacun, séparément, bien ensemble, mais en tout cas, bref. Donc, on y reviendra s'il nous reste du temps. Tenir compte du point de vue de chacun. On n'a pas tous les mêmes défis, on n'a pas tous les mêmes niveaux de tolérance. Et donc, c'est important quand on établit nos règles, de tenir compte du point de vue de chacun. Donc, qui sont les personnes concernées? Hein, quand on est en enseignement à la maison, bien, les personnes concernées, ça peut être bien d'autres mondes. Mon frère, ma soeur qui ont aussi besoin de la bande passante, ma mère qui est en télétravail, etc. Donc, qui peut être concerné? Qui peut avoir un point de vue sur la situation? Hein, si dans notre classe, on se dit que, ben, là, je sais que avec les bulles, ça ne marche pas, là, mais mettons, je donne un exemple, que nous, dans notre classe, ben, on peut travailler où on veut dans l'école quand on est en sous-équipe. Bien là, il y a peut-être les autres classes qui peuvent avoir un point de vue sur cette règle-là, la direction, le service de garde, etc. Donc, c'est important de prendre le temps de voir qui est impliqué, puis quelles sont les responsabilités de chacun. Pour faire ça, ben, deux outils qui sont encore une fois cliquables. D'une part, on pourrait utiliser un canevas ouvert où on vient nommer, on vient demander aux élèves, bon, qui est concerné dans la situation? Ben, il y a les parents, il y a la direction, puis on leur demande quel pourrait être leur point de vue, ce qui va nous amener finalement à essayer de voir si nos règles, c'est comme un jeu d'échecs, hein, si notre règle convient au contexte. Ce qui est intéressant aussi, peut-être avec des plus petits, c'est d'associer des personnes à un point de vue à partir d'un formulaire. Donc, je bâtis un formulaire, vous pourriez même utiliser celui-là. Je mets les principales personnes auxquelles je pense, et puis ça pourrait même être des images hein, pour les plus petits, comme une image de direction d'école, une image de prof, bon, une image d'élève. Et ensuite, les points de vue, donc, puis là, ça pourrait être encore une fois un emoji. Est-ce qu'il serait content? Est-ce qu'il ne serait pas content? Est-ce qu'il serait troublé? Est-ce qu'il serait, je ne sais pas, fatigué? En tout cas, bref, vous me voyez venir. Et donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas
temps de leur faire remplir ça. Mais oui, ils vont avoir une réflexion d'avance sur qui peut avoir un point de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est de projeter les résultats au tableau après, parce que dans les principaux outils de formulaire là, vont générer des tableaux, des pointes de tarte, etc. Puis là, quand on met cette pointe de tarte-là au tableau, on demande aux élèves de réagir sur la pointe de tarte. Puis là, bien plus que la question page blanche qui laisse un froid monumental en classe de qu'est-ce que vous en pensez, bien, on a quelque chose à commenter. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats-là? Pourquoi vous pensez qu'il y a plein de monde qui penserait que, bon, mais peut-être que notre règle, bon, etc. Alors, 2 outils qu'on vous propose, voilà. Oui, alors justifier l'existence d'une règle, c'est quelque chose qui est aussi fondamental quand vient le temps d'élaborer le code avec nos élèves. Donc, est-ce qu'il y a des règles qui existent déjà? À quoi elles viennent servir? Quels sont les gains ou les pertes liées à l'application d'une règle? Donc, est-ce que ce sont des gains d'avantages d'ordre individuel ou c'est tout le groupe qui va venir gagner lorsqu'une telle règle est appliquée? Donc, de construire un sens et une justification ou de rattacher les ficelles d'un sens à une règle, bien ça aussi, ça va être gagnant. On a parlé tout à l'heure d'engagement de l'élève par rapport à ces règles. Bien, si on va dans ce sens-là, bien, on peut faire le pari finalement que les élèves seront davantage enclins à adhérer finalement à ces règles-là. Pour faire ça, bien, il y a différentes propositions qu'on vous fait. C'est un peu de 2 ordres différents. D'abord, on pourrait utiliser des outils de votation en ligne, comme vous voyez à la gauche de l'écran, qui est, là, ici, on a utilisé Mentimeter, mais il y aurait d'autres outils, notamment Booklab, qui est francophone, qui pourrait être utilisé. Donc, on vient demander aux élèves, sur une échelle, de venir indiquer si l'application de cette règle-là nous amène beaucoup de gains, de petits gains, des gains plus collectifs, des gains individuels. Donc, ça permet, dans le fond, de venir comme à faire l'analyse davantage du contenu, l'essence d'une règle. Et puis, dans un autre ordre d'idée, bien, il y aurait des outils de création, donc de production que les élèves pourraient utiliser pour venir produire une justification. Ça pourrait être produire un visuel, une infographie. Ça pourrait être également verbalement enregistrer une réponse. Donc, ça serait plus de l'ordre finalement de la production sur le code d'éthique en tant que tel. Je me permets là-dessus, l'exemple, le petit logo, là, il est cliquable. L'exemple que vous avez là, c'est des élèves du 2e cycle du primaire qui vont simplement, dans le contexte de la pandémie, présenter les règles à leurs parents. Là, et l'enseignant va finalement envoyer ça aux parents. Et on n'est pas dans la justification de l'existence de la règle. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous le dire. Mais dans le processus d'avoir à la nommer aux parents et dire, ben, dans notre classe, nous, on a cette règle-là. Ça fait partie du processus de la comprendre puis en comprendre les modalités. Fait que ça peut vraiment être intéressant, mais on vous avoue qu'on s'adresse à vous tous du réseau scolaire, du présco jusqu'à la fin de secondaire. Fait qu'on essayait d'avoir des exemples qui peuvent convenir à différents contextes. Oui. Puis je vois juste parce que ça va nous permettre aussi de répondre à plusieurs commentaires qui sont actuellement formulés. Il y a beaucoup de gens, vous faites référence au code de l'école. Donc, à quel point, quelle place doit prendre le code de l'école dans ma classe? Est-ce que les deux sont dissonants? Est-ce qu'on peut à la fois monter un code d'éthique en classe, mais que ça peut vivre aussi au niveau de l'école? Bien, la réponse, c'est oui. L'un n'empêche pas l'autre parce que quand on vient prendre le pouls ou cartographier ce qui existe comme règlement, disons, à l'échelle plus scolaire de l'institution, bien, on peut quand même faire ce genre d'exercice-là, donc de venir questionner l'existence. Pourquoi elles existent déjà, ces règles-là? Donc, l'un n'est pas dissonant avec l'autre, puis je pense que c'est important de le mentionner parce que ça fait l'objet de beaucoup de questions qui sont ici. Ça n'empêche pas ensuite de venir établir des balises qui vont être propres à notre petit contexte de classe, ben c'est pas obligé d'être incohérent avec finalement ce qui se vit à plus large échelle. Donc, oui, vas-y. Puis dans le fond, tantôt, quand on parlait de nombres magiques, ben, si c'est une règle qui existe déjà au niveau de l'école, ben, on n'a pas besoin de prendre une de nos règles de classe, d'utiliser un de nos espaces de notre règle de classe.
Ça existe déjà à l'externe. Exactement comme il y a des gens qui posent des questions là, au niveau des règles et des lois qui existent, mettons, sur la visioconférence ou qui pourraient nous être utiles en classe. Bien, c'est intéressant de recenser ça. Moi, je l'ai pris dans mes notes. On n'a pas d'outils de recension des différents codes civils et criminels là, à vous proposer, ni de leur interprétation, mais ça pourrait faire l'objet vraiment d'un travail. Et donc, quand tout ça existe déjà, bien, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin dans nos règles de classe. La règle de classe, elle vient rajouter quelque chose de très précis au niveau de notre contexte, mais tout le reste vit encore. Là. Donc, voilà. Rapidement, prochaine stratégie, vous savez, chaque règle est ancrée dans un principe qu'on pourrait appeler valeur aussi. Donc, de venir tâter le pouls puis de venir sonder nos élèves à savoir en groupe là, ou à l'échelle de l'école ou à l'échelle de notre groupe, quelle valeur est la plus importante pour nous, à laquelle on accorde la plus grande valeur finalement. Eh bien, ça peut être gagnant comme base finalement parce que ça vient nous donner un levier pour ensuite formuler nos balises. Donc, à la prochaine diapositive. Ce qu'on voit, c'est deux outils. D'une part, un outil de nuage de mots, peut-être que vous connaissez ce genre d'outil-là, qui fait en sorte que plus une réponse va être populaire, plus elle va apparaître en gros. Donc, si on fait voter nos élèves, par exemple, sur les valeurs qu'on souhaite mettre de l'avant en groupe, ensemble, bien là, on peut facilement aller prendre la valeur celle qui fait le plus grand consensus finalement, puis ensuite venir élaborer nos règles par rapport à cette valeur-là. Alors là, on s'assure d'une plus grande cohérence par rapport à ça. Finalement, co-rédiger des règles de manière positive, arroser les fleurs finalement plutôt que les mauvaises herbes, c'est une façon que ce soit simplement cohérent là, avec les balises, comme c'est écrit, avec les balises qu'on se donne, dans le sens où c'est plus facile de savoir quoi faire que de savoir quoi pas faire. Les limites, au contraire, nous amènent souvent à avoir envie de les dépasser. Donc, co-rédiger de manière positive. Fait que là, on s'attarde vraiment aux mots hein, quand on fait ça. On va essayer de chercher la formulation la plus simple possible, la plus positive possible, la plus claire possible. Comment on peut faire ça avec nos élèves? Eh bien, on vous propose simplement le document collaboratif. Là, dans le cas que vous voyez ici, c'est un Google Doc, mais je pense que dans Teams, Word peut faire la même chose. Donc, c'est un seul document dans lequel on invitera tous les élèves à travailler et à proposer des formulations. Ça pourrait même être un document dans lequel il y a 10, 15, 20 règles différentes, puis on va amener les élèves à soit dire s'il y en a qui se ressemblent, de dire ah ben, ces deux-là, ils veulent un peu dire la même chose, ou celle-là, la formulation n'est pas positive. Donc, une préévaluation pour ensuite proposer à l'aide de la fonction commentaire ou suggestion, proposer des recommandations. Là, évidemment, vous voyez que ça s'adresse peut-être plus troisième cycle primaire, jusqu'à secondaire. Il y a quand même moyen de le faire avec au TNI, là, avec les élèves plus jeunes, de les accompagner là-dedans, puis d'utiliser différentes images, etc. Donc, voilà. Conclusion? Conclusion, en fait, tout ça, c'est une démarche assez utilitaire. Notamment par les outils qu'on tente de vous proposer, puis on ira encore plus dans le concret dans quelques secondes. Donc, c'est un outil utilitaire qui vise à faciliter finalement votre gestion de classe, faciliter également l'apprentissage des élèves, puis le bon fonctionnement finalement des rencontres virtuelles ou si vous êtes en mode hybride également. Mais il y a comme une deuxième vocation à cette démarche-là, qui est une vocation plus large, un petit peu d'ordre citoyenne, si je peux me permettre, parce qu'à travers ce qu'on vous propose comme outil puis comme recommandation ou petit conseil, bien, ça vise à développer deux choses chez l'élève, notamment son autonomie de pensée et également sa pensée critique par rapport aux normes, par rapport aux règles qui sont appliquées. Puis comment on fait ça? Bien, c'est en les impliquant dans un processus de délibération, hein, parce que grosso modo, ce qu'on vous a présenté, c'est un processus délibératif qui existe dans la société également lorsqu'on parle de nos institutions démocratiques, lorsqu'on parle de nos discussions, nos dialogues à propos des règles qui encadrent notre société, bien, de faire ou de s'exercer avec nos jeunes à cette démarche-là intellectuelle, ben c'est faire le pari, puis c'est leur donner les outils intellectuels qui vont leur permettre finalement éventuellement de prendre part plus largement au processus délibératif social. Puis ça, ben, on pense que c'est quand même
quelque chose d'intéressant finalement à faire avec eux. Alors, ça veut dire quoi? Même à l'échelle de la société, donc de façon citoyenne, de délibérer, ben, ça veut dire de réfléchir aux règles, ça veut dire d'avoir la capacité de tenter de les améliorer. On vous a donné plein d'exemples pour le faire. Et également être en mesure d'orienter son agir en fonction de ces règles-là auxquelles j'adhère. Donc, ces 3 axes-là font en sorte qu'on fait le pari de citoyens plus engagés finalement par rapport aux balises normatives dont on se dote en société. Avant de passer à la prochaine diapo, parce que là, vous allez avoir envie d'aller cliquer sur votre navigateur, là, donc je vais faire comme Annick l'animatrice, je vais dire « attendons ». J'aimerais ça répondre à 2-3 questions qui tournent autour de « moi, j'ai beaucoup de groupes, les élèves au secondaire, hein, ils ont 8-9 profs différents. Effectivement, ça a ses limites, comme toute théorie ou comme toute proposition, ça a ses limites. Là, c'est sûr que quand on a 25 groupes, c'est plus difficile. Est-ce qu'il y a seulement quelques étapes qu'on pourrait appliquer, c'est-à-dire présenter notre code, mais réfléchir avec les élèves à ce qu'il y a derrière? Mettons, pourquoi je vous demande de replacer les instruments à la fin de chaque cours? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et donc, là, on réfléchit, puis ça amène quand même du sens. Fait qu'on n'est pas obligé, même si ça ne s'applique pas mur à mur, de tout laisser de côté. Il y a certaines étapes qui demeurent intéressantes. D'autre part, pour la situation secondaire, c'est une question qui nous est souvent posée. Ouais, si on le fait 9 fois avec chacun de nos profs, ça se peut qu'on trouve ça redondant comme élève à la fin, puis qu'on le voit venir gros comme le bras, là. Donc, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Évidemment, si on était dans le meilleur des mondes, on pourrait se donner du temps en début d'année pour le faire en équipe prof avec un groupe d'élèves. Mais là, je le sais que le contexte ne s'y prête pas toujours. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est donner la responsabilité à un enseignant de réfléchir à un code qui vaudrait pour le niveau. Puis après ça, parce qu'on a tous notre couleur, on a tous notre autonomie là-dedans. Puis comme on le disait tantôt, des choses qui, moi, ne passent pas, pourraient passer pour un autre ou dans d'autres contextes. Puis ça, c'est normal, c'est la vie. Mais on pourrait quand même prendre le temps avec les élèves de réfléchir à quelque chose d'un peu plus macro, puis après, y aller dans le détail. C'est pas non plus à mettre de côté, mais le macro doit être partagé avec tout le monde. Fait que ça, c'est intéressant aussi pour les élèves parce qu'ils ont cette notion que, oups, les choses se parlent, puis les profs, ils ont une cohérence entre eux. Fait qu'il y a quelque chose là probablement d'intéressant. Bon, la ressource. Yes. Prochain visuel. Voilà. Alors, siteNum.ca/co-construire avec un trait d'union. On vous fait juste une petite visite du propriétaire. Vous allez retrouver tout ce qu'on vous a dit, finalement, copier-coller, vous allez retrouver ça là dans les différents onglets que vous voyez à gauche. L'onglet dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est l'onglet « Démarche d'animation » au pluriel. Ça, c'est un outil en bonification. Donc, au gré des besoins qu'on a du milieu, on crée des démarches d'animation clés en main, si on veut, vraiment une recette pour le vivre en classe, parce qu'il y a plein de profs qui ressentent ce besoin-là de pouvoir comme dire « OK, ça va me prendre 45 minutes, je l'anime de cette façon-là ». Alors, dans l'onglet « Démarche d'animation », vous en avez 2 pour le moment, mais comme je vous dis, là, il y en a d'autres qui sont en préparation. Alors, une adresse à retenir, sitenum.ca/co construire. Puis, vous allez avoir accès à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, finalement. Allez-y souvent parce que, comme on dit, c'est en constante évolution. On est comme dans les temps, je pense. Presque, il était 59. Donc, ressources clés en main, vous allez les voir aussi dans le site. Ici, au primaire, des activités pédagogiques à animer là, qui sont vraiment clés en main. Donc, notre mur à nous, de l'ASCO aux médias sociaux, allez voir ça. Ça vous permettra finalement d'avoir des contextes pour le faire avec vos élèves. Ensuite, pour le primaire 3e cycle, j'enseigne à distance là, de la TELUC. On a eu la chance de collaborer avec la TELUC finalement pour rédiger une partie du module. Voyons. Adapté. J'adapte, c'est ça. J'adapte mon éthique et culture religieuse. Puis on a une démarche là, synchrone, asynchrone à vous proposer. Donc, elle est là. Une super ressource de nos collègues CP Récit de la commission scolaire
du Centre de services scolaires de Laval. Le site s'appelle Vers une identité positive à l'ère du numérique. C'est aussi des processus de réflexion à faire avec les élèves. Donc, clé en main qui pourraient vous être utiles. Ça s'adresse pour le moment au 3e cycle du primaire, 1er cycle du secondaire. Ils sont en développement actuellement pour élargir finalement cette clientèle. Voici notre plateforme Citoyenneté à l'ère du numérique, une panoplie d'activités pédagogiques, beaucoup de dossiers sur différents sujets, le complotisme, le temps d'écran, la gestion de l'affectif, les médias sociaux, etc. Donc, sitenum.ca, si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas. Voilà. Donc, on vous remercie infiniment d'avoir été là. On s'excuse d'emblée parce que vos questions, vos commentaires étaient ultra intéressants. On aurait pu s'attarder sur chacun d'eux. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Écrivez-nous Annie.turbide, marjorie.paradis@recidp.qc.ca. Ça va nous faire plaisir de donner suite à vos commentaires. Et voilà, donc on vous remercie d'avoir été avec nous. Et on laisse place maintenant à la période de questions, que c'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis je lève la main, tu sais, comme si on n'était pas juste deux à animer. Juste pour dire que nous, on a vos adresses courriels dans l'outil finalement. Puis il nous a été suggéré aussi de faire des suivis plus personnalisés pour des questions plus précises. Donc, je tiens quand même à le mentionner là, qu'on va s'assurer de faire un suivi plus tu sais, comme concret si jamais vous aviez des questions qu'on a dû évacuer durant la présentation. Là, on va vous faire un suivi avec plaisir. Là. Je pense que c'est important quand même. On va prendre le temps de lire. Merci d'avoir collaboré aussi puis nous avoir envoyé des préoccupations, interrogations, tranches de vie. C'est très heureux tout ça. Donc, voilà, je voulais juste ajouter. Merci pour vos beaux commentaires, vraiment. Puis, sachez que on est en développement, hein, on essaie toujours d'aller plus loin, de travailler sur plus de démarches. Là, entre autres, je vois beaucoup de préoccupations au niveau de la caméra au secondaire, de la fameuse caméra au secondaire. Vraiment intéressant. Nous, on a travaillé auprès de l'école virtuelle là, dans un centre de service et puis on a eu cette discussion-là avec des élèves sur dans quel contexte, caméra ouverte, caméra fermée, pour quelles raisons, est-ce que ça devrait être unilatéral, etc. Fait que je le sais que ce n'est pas un avis légal, mais c'est vraiment intéressant de prendre le temps de leur donner la parole là-dessus. Sur quel contexte, sur si eux, ils aimeraient ça qu'on enseigne, que leurs enseignants aient caméra fermée ou s'ils préfèrent caméra ouverte. Et donc, c'est ça, il y a comme des modalités qui font en sorte que non, on ne vous présente pas un code à utiliser puisque les situations sont variées, les élèves sont variés, les contextes sont variés. Et donc, voilà. On vous remercie. Merci Puis beaucoup. on vous souhaite une super belle journée du numérique. Puis bravo pour votre travail. Profitez-en. Hein? Vous avez, je pense, beaucoup de ressources qui vous seront proposées aujourd'hui. Donc, accueillir tout ça. C'est dur pour nous de faire l'affaire. On ignore vraiment comme qui est encore là. On ignore, comme vous êtes libre de partir, aller dîner, aller faire vos choses. Alors, on va continuer de vous saluer comme ça un certain moment encore. Puis à vous. Voilà. À saluer.